Parce que Rousseau a dit être libre, c'est moins faire ce que l'on veut que ne pas dépendre du travail de l'autre. Très volontiers. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, cette belle formule avec Voltaire, un monde fini, avec Rousseau, un monde commence, elle est de Goethe. Goethe, c'est la génération immédiatement après Rousseau, c'est ceux qui vont participer à la naissance justement de ce qu'on a appelé, avec beaucoup de malentendus, le romantisme. Et en fait, c'est la sensibilité moderne, tout simplement. Goethe, qui se méfiait beaucoup des romantiques et qui avait quelques raisons, c'est typique de sa manière d'écrire, en une phrase, poser le problème, quoi. Il rend hommage aux deux ennemis, hein, qui ne pouvaient pas se blairer, comme on dit, même, terme familier. Il leur rend hommage exactement comme le peuple de France, en particulier le peuple de Paris. Je fais allusion au passage célébrissime de Hugo dans Les Misérables avec Gavroche, hein, qui en tombant chante c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, hein, pour ironiser sur ce que disaient les conservateurs, déjà les réactionnaires. C'est les intellos qui nous ont amenés dans ce merdier, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, si on crève à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, si on crève à Puteaux, c'est la faute à Rousseau, etc. Et en fait, c'est très bien vu, parce qu'on a besoin des deux. Il fallait la critique voltairienne, comme la termite qui ronge le bâtiment, là, quand même. Hein. Il fallait, avec Voltaire, un monde fini. Mais, enfin, il a surtout critiqué l'Église, le fanatisme religieux, l'intolérance, Voltaire. Les piliers, un petit peu, de l'idéologie de l'ancien monde. L'idéologie, hein, je prends des termes modernes. Bon, mais enfin, grâce à Voltaire, en partie grâce à lui, là, la maison était par terre, mais après, pour construire, après, il faut Rousseau. Là, il faut un monde commence. Qu'est-ce que c'est qu'un monde sans religion? J'essaie de me situer ce qui est d'essentiel chez Rousseau. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut du religieux, hein, je veux dire, je ne vais pas te faire un débat métaphysique, ce n'est pas le lieu ici. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la religion tient encore, pour des milliards d'êtres, le rôle de lien social, de référence communautaire. J'ai assez vécu dans les pays où le facteur religieux est décisif, où il est même impensable qu'on soit sans religion. J'ai participé à un recensement en Côte d'Ivoire. Je me rappelle les petits employés, parce qu'on prend un petit peu des... Il faut beaucoup de monde pour un recensement. Ils me disaient, religion, c'est sur son questionnaire. Ils disaient 100. Il y a non, monsieur, on a un catholique, on a un animiste, machin, mais il faut donner une religion. Vous ne comprenez pas, comme 700 religions, c'était mignon. Bon. Et Rousseau a très bien vu le problème. Vous voyez, on ironise sur l'organisation de la fête de l'être suprême par Robespierre, etc. Moi, je rends hommage à ce gouvernement qui s'est soucié de rendre la raison sensible. En général, on oppose la raison et puis les sens. Hein. Et on y reviendra, mais Rousseau, c'est l'homme du numéro 3, si je puis permettre d'être un peu abstrait, c'est-à-dire de la synthèse. Hein. Parce que ceux qui en restent à la thèse et l'antithèse tournent en rond pendant des millénaires et des siècles. Si on ne s'élève pas au niveau 3, on ne comprend rien aux choses. Hein. Oscar en parle beaucoup dans la critique du libéralisme. Absolument, absolument. Ah ben, je vois que vous êtes attaqué à cet ouvrage qui est un des plus difficiles, et la partie des plus difficiles est celle à laquelle vous avez la gentillesse de faire allusion. C'est toute la première partie de la critique du libéralisme libertaire, beau titre, qui se rappelait, vous le savez sans doute, dont le titre initial, parce que c'est une réédition, c'était « De la modernité, Rousseau ou Sartre ». Ça a été écrit quand même hein, dans les années 70, et ça s'appelait déjà Rousseau ou Sartre. Buscard voulait dire, bon sang, on avait Rousseau, qu'est-ce qu'on est allé chercher Sartre? Quand on a une coupure aussi radicale que Rousseau, qu'est-ce qu'on est allé chercher Sartre, qui est un brave gars? Moi j'aimerais bien voir Sartre à la place des extrémistes nazillons qu'on a maintenant en matière d'idéologie. Mais Sartre c'est quoi? C'est bon, comment être de gauche sans être communiste? C'était ça le problème de Sartre. Bon, c'est son problème, hein. Il a le droit. Puis on peut avoir d'excellentes raisons d'être non communiste, voire anticommuniste, des raisons que je comprends très bien, même que j'approuve parfois. Donc voilà, je ne suis pas sectaire du tout. Mais Rousseau occupe cette position, et d'ailleurs, je vais la tourner en rond, pas du tout, et souvent j'ai fait le rapprochement. Glouskar occupe, par rapport à l'intelligentsia, disons de la parisianité, j'aime pas ce terme, parce qu'elle peut se trouver aussi bien dans le Luberon en vacances ou en Corse d'ailleurs, où il y a à peu près, ou Glucksmann, BHL, tout le monde est ville en Corse. La position de Glouskar par rapport à cette intelligentsia-là est la même que celle de Rousseau par rapport aux Lumières. C'est frappant.
Le Huron, le sauvage qui arrive tout d'un coup dans un monde hyper codé, où on comprend tout de suite les mots d'esprit, où l'important n'est pas d'être vrai ou faux, l'important est d'être veiller à ne pas être ringard. Il faut être branché. Ce qui m'a fait dire une fois à Solaire, je préfère assumer le rôle du progressiste ringard à celui du réactionnaire branché. Voilà, parce que à partir de 68, si vous regardez bien, je vais dire pas à quel 68 je fais allusion, à partir de 68, le problème, c'est plus d'être progressiste ou conservateur. Hein, c'est que, mais non, c'est ringard, ça va les grévistes, là-bas, c'est le 19e siècle, ça, c'est pas possible, c'est fini ces trucs-là. Alors c'est marrant parce que ceux-là veulent privatiser la SNCF, c'est-à-dire revenir, alors là, vraiment, du 19e siècle. En fait, ce sont les. C'est comme quand on dit que le marxisme est dépassé. J'espère, enfin, moi, je suis pour dépasser tout ce qu'on veut, hein, je veux dire. J'espère qu'il n'y a pas un discours qui clôt définitivement la recherche humaine, ce serait malheureux. Enfin, si le marxisme est dépassé, prenons l'hypothèse comme valable, dans ce cas-là, le capellum qui est le bien intérieur est dépassé. Hein. Si vous dépassez une voiture qui va de Lyon à Paris, s'il y en a une et qui est à Mâcon et l'autre à Dijon, ben, je veux dire, il y en a une qui est plus en retard que l'autre. Hein. Si le marxisme est dépassé, que dire du libéralisme qui lui est bien antérieur? Je rappelle ça au passage tout de même. Donc voilà, le rôle de Rousseau est incontournable parce qu'il ne s'est pas contenté de poser, de se faire l'écho des grands changements économiques qui est en train de se produire à la fin du XVIIIe. Il y a toute une classe, celle de la bourgeoisie montante, qui s'aperçoit tout d'un coup. Pour le meilleur comme pour le pire, hein, il y avait d'excellentes choses dans cette bourgeoisie, c'est la classe la plus dynamique de l'époque. D'ailleurs, le manifeste du Parti communiste de Marx commence par rendre. C'est le plus bel hommage à la bourgeoisie qu'on ait fait. Les 50 premières pages, c'est les progrès que la bourgeoisie a fait faire. Marx dit, elle a liquidé la famille, la religion. Nice job, comme on dirait. Voilà. Une classe extrêmement dynamique, qui était en pointe, qui n'était pas encore frileusement accrochée à ses positions de pouvoir, parce qu'elle ne l'avait pas, et qui n'était pas encore hantée par la montée du prolétariat. La bourgeoisie a magnifiquement profité du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française de l'antagonisme entre aristocratie et paysannerie. C'est ça la clé du problème, et que Rousseau a très bien vu. Voilà. Parce que la donnée du problème, la France traditionnelle jusqu'au XVIIIe siècle, c'est quoi? C'est rapide, je vous rassure. Il y a le seigneur qui protège la terre. À l'époque, c'était vrai, je n'ironise pas. Hein. Il y a une époque où la féodalité est justifiée. Vous voyez, le marxisme, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas la table rase, c'est donner un sens et tout. Il ne faut pas qu'il s'attarde trop, mais au départ, il faut défendre le champ contre le seigneur voisin qui va venir. C'était la guerre de chacun contre tous au départ, la féodalité, le fief. Je dis ça parce qu'on y revient un peu avec le proximisme pétainiste envahissant d'aujourd'hui. Avec le déclin des nations, le fief reprend tout d'un coup de l'importance. Les bonnets rouges. Donc, le Seigneur protège le bien matériel. Le clergé, le prêtre, vous protège contre le diable. C'est pas négligeable non plus pour les gens de l'époque. Et puis, il en faut bien une troisième pour faire manger les deux premiers. C'est ça l'ordre féodal. Donc, il n'y a rien entre le paysan et puis l'évêque seigneur. Et puis petit à petit, ça a été étudié au XIe, XIIe siècle, commence à y avoir des circuits un petit peu là, de marchands, et puis la bourgeoisie va prendre petit à petit l'essor, elle va s'affirmer surtout au XVIe siècle, bien sûr, à la faveur lorsqu'elle aura dépassé les corporations qui ont longtemps bloqué son développement, avec le croisement de... Vous trouvez ça, une magnifique description dans L'être et le code, qui est pour moi peut-être le chef-d'œuvre de Gluskar, le moins lu, qui est sa thèse de doctorat, et qui est un de ses rares ouvrages à ne pas être seulement écrit à chaud, un peu, pas comme un pamphlet, parce qu'il vaut mieux que ça, mais enfin, oui, c'est pas un bouquin seulement il croise le fer, c'est vraiment un superbe résultat d'une longue recherche, et dont je vous rappelle le sous-titre, Procès de production d'un ensemble précapitaliste. En bon français, il fait l'histoire de France, pratiquement justement des temps obscurs, du tout début du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. C'est pour ça que je me permets de prendre pour illustrer le propos. Donc, cette bourgeoisie ascendante avait bien posé les problèmes en termes, disons, aujourd'hui on dirait sociétaux. Il est évident que le salon de Madame de Lambotte, de Madame d'Épinay, les femmes étaient émancipées, oui, dans l'aristocratie. À la campagne, il y avait le fléau. Je ne sais pas si vous avez déjà servi d'une faux, mais on a un tour de rein vite fait quand on n'est pas habitué. C'était terrible. Bon, bref. Donc, et voilà que Rousseau est le premier à poser le problème politique.
c'est bien de passer à l'industrie, au débat, etc. Mais enfin, je veux dire, il pose, et c'est pour ça qu'il est mal vu par tout le monde, par les pouvoirs, parce qu'il est le plus radical des Lumières, puisqu'il va jusqu'à mettre en question la propriété, et même pour les Lumières qui sont censées être l'avant-garde de l'époque, il est traité comme un chien crevé, comme on a dit pour Spinoza, parce que précisément, il met en question ce qui est leur fondement, c'est la propriété. Au point que Voltaire, et je lui rends hommage à Voltaire, parce que quand il met la lutte contre, sa devise là, écrasons l'infâme, contre l'intolérance, le fanatisme, il a raison. Eh bien, ce même Voltaire, qui en veut tellement au fanatisme, réclame la tête de Biot sur un Rousseau, la tête de Rousseau sur un Biot, pardon, et j'arrivais pas à le dire, tellement que c'est gros, dans sa fameuse lettre écrite à public, là, après que Rousseau ait formulé l'hypothèse qu'on devrait interdire les théâtres que Voltaire voulait ouvrir à Genève. Donc, je vais l'être sur la montagne. Et c'est quand même frappant de voir que Voltaire perd son sang-froid et il appelle à la prise de corps contre Rousseau. Hein. Il se demande à ce qu'il soit arrêté physiquement. C'est énorme. Voilà. Simplement, parce que ça me fait penser à votre question sur la grève tout à l'heure, parce que Rousseau a dit être libre, c'est moins faire ce que l'on veut que ne pas dépendre du travail de l'autre. Ben oui, quand on voit les poubelles s'accumuler, qu'il y a la grève des éboueurs, celui qui s'est jamais servi de ses mains pour évacuer ses ordures, ben il est plus embêté que celui qui est habitué à marner, tout simplement. Voilà, en fait, elle est illustrée à merveille dans un chef-d'œuvre, un film de Lozé qui s'appelle De Servante. Et donc, exceptionnel à tout point de vue ce Rousseau, parce que il est plein de contradictions. C'est sûr, apparentes. Hein. C'est des contradictions qui se lèvent quand on prend tous ces textes. Mais qui sont des contradictions pour lui-même. Voilà quelqu'un qui passe son temps à déifier la nature et à maudire l'homme. Et puis en fait, il fait exactement l'inverse. Hein, citation célèbre, tout est bon sortant des mains du Créateur, tout dégénère entre les mains de l'homme. Oui, mais, je vais citer de mémoire, dans le contrat social, vous trouvez ceci. Chapitre 8 de l'État civil. Pardon. Oui, livre 1, chapitre 8, pardon, de l'État civil. Donc, il parle du passage où on est passé de l'état de nature à l'état civil. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Donc on apprend déjà sous la plume de Rousseau que dans l'état de nature il n'y a ni moralité ni justice. Quoi qu'il se prive dans ce nouvel état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands. Ses facultés s'exercent et se développent, ses passions s'ennoblissent. Je commente un petit peu en voix off, ses facultés s'exercent et se développent. Pas besoin d'être grand clair quand on est moderne pour voir l'incidence du langage sur la pensée. Que serait notre pensée? En aurait-on une même? C'est peu probable s'il n'y a pas le langage. Laissons cela de côté. Ses facultés s'exercent et se développent, ses passions s'ennoblissent. Ben oui, Tristan et Iseux, c'est pas seulement la sexualité. L'amour devient, la sexualité, qui n'a de sens qu'au niveau de reproduction de l'espèce, dans l'ordre naturel, va tout d'un coup servir l'individu. Ben oui, c'est quand même pas mal. Bon. Et puis l'institution de mariage dans toutes les sociétés. Bref, ses passions s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, je fais exprès de faire un suspens de la phrase tout d'un coup là, parce qu'on a l'impression qu'on nous a balancé une Rousseau, il est en train de dire qu'on a tout gagné à rentrer en société, alors pourquoi on en fait un apôtre de la nature? Et voilà la suite de la phrase. S'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, qu'on peut être en dessous de l'animal, il devrait, l'homme, bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, de l'état de nature, et qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. Donc c'est un texte clair, univoque, il n'y a pas à dire entre les lignes. Rousseau fait tout l'éloge de ce processus qui nous a fait passer de l'état de nature à l'état civil. Quand on exprime de telles contradictions, c'est qu'on a une pensée autrement riche, dialectique, dit Kluskar très bien dans l'ouvrage auquel je faisais allusion tout à l'heure. Dialectique parce que Rousseau s'élève justement à ce que j'appelle la tierce position tout à l'heure, qui renvoie tout ça dos à dos. Donc voilà, j'y tiens beaucoup. Si vous voulez que je résume l'essentiel de ce que je pense de Rousseau, parce que je présume qu'on a d'autres questions,
je prendrai une image que je dois à Gérard de Nerval. J'aime bien l'utiliser parce que Nerval était un grand lecteur de Rousseau. Il se trouve qu'une coïncidence fait que Nerval a passé son enfance au pays de sa mère, dans le Valois, là, pas très loin d'Ermenonville-Chantilly. Là où il y a la tombe de Rousseau, donc. Donc ça lui est familier, la référence à Rousseau depuis son enfance. Et il relate une petite anecdote, une nouvelle, je passe très rapidement, une nouvelle où il est écrite pour un journal sous forme de feuilleton à l'époque. Et où ils arrivent à un moment donné dans les ruines de Chalice, vous pouvez encore admirer, là, à 3 km d'Ermenonville, de la tombe de Rousseau, il y a les ruines de l'abbaye de Chalice, où Henri IV abritait ses amours avec la belle Gabrielle d'Estrée. Vous allez voir pourquoi je passe au bling-bling tout d'un coup. Parce que, à un moment donné, Nerval, donc, dans sa nouvelle, parle du fils du garde de Chalice qui leur montre les lieux et qui leur dit « Voici la tour de la belle Gabrielle ». Tous les soirs, Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre et le roi qui était jaloux a fini par le faire mourir. Bien sûr, Nerval commence par rigoler, hein, parce qu'il est comme vous, comme moi, on est entre gens cultivés, hein, paysans qui ne savent même pas que Henri IV et Rousseau, c'est 3 siècles de différence, de siècles. Bref, il fait des analogies, puis Rousseau n'est pas mort du tout parce que le roi, là. Et puis Nerval va à la ligne et dire que c'est un fou qui écrit avec une lucidité. Et il dit cette anecdote est peut-être plus vraie qu'on ne croit. En refusant les 100 louis de Madame de Pompadour, Rousseau a ruiné l'édifice monarchique fondé par Henri. Tout s'est écroulé, son image immortelle demeure debout sur les ruines. Et voilà tout d'un coup l'extension de la figure de Rousseau, hein, comme une statue qui se dresse sur les ruines de l'Ancien Régime. Or, Nerval voit 3 choses. Il est sur le point de vue ternaire. Il voit trois instances. Le roi, sa favorite, Rousseau, le challenger qui vient passer de la guitare sous la fenêtre de la favorite du roi. C'est joli comme les paysans arrangent ça. Bon, Rousseau en Casanova avec l'échelle de soie, ça fait drôle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bien vu quelque part que la relation économique n'est pas que dans les statistiques du Monde ou du Financial Times, que la relation à l'éros, à l'amour, à nos canons de valeurs esthétiques passe, l'élu de classe passe par là aussi. Qu'est-ce que fait Rousseau? Il va disputer la propriété du patron. Et même sa jouissance suprême. La femme étant ici la métonymie, comme on dirait en linguistique, une allusion à des millénaires d'extorsion de la plus-value en termes marxistes, la quintessence de la jouissance de la propriété, du profit, quoi, tout simplement. Hein, c'est ça que Rousseau, il aurait pu, il l'a fait d'ailleurs, il a épousé une paysanne analphabète, comme vous savez, la Thérèse qui faisait des fautes d'orthographe, là. Voilà. Mais c'est pas un hasard, c'est la plus grande passion amoureuse de la vie de Rousseau, c'est Madame Doudetot, grande aristocratie s'il en fut. Hein. Et voilà, alors je retiens ce triangle qui résume ce que je pense de Rousseau. C'est le seul qui ne laisse rien de côté, le politique, l'économique, le social, le poétique, l'esthétique en général et le poétique en particulier, puisqu'on doit à Rousseau le passage à la phrase moderne quand même. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais ça aussi c'est important. Voltaire écrit à la perfection. Voltaire est allé au lycée très tôt, il a appris à faire des desserts, pendant que Rousseau était dans le grenier de son oncle, était vagabond sur les routes. On ne peut pas faire plus opposé symétriquement. Et voilà que Rousseau a mis du temps, c'est pas un bon écrivain spontanément. Vous lisez ses premiers ouvrages, le fameux discours sur les sciences et les arts, du point de vue message, c'est super, d'ailleurs ça a fait un choc, mais par contre, le style est un peu empoulé, c'est encore un peu emphatique, avec des hauts, des bas. Et puis vous arrivez tout d'un coup, je passe à l'autre extrême, à sa dernière publication, Les rêveries du prôneur solitaire, et là vous voyez la phrase dont va rêver tout le 19e siècle, c'est-à-dire cette phrase fusion de la prose et de la poésie, dans une espèce de phrase continue. Je vais terminer sur une citation, si vous voulez, de la 5e promenade, le flux et le reflux de cette eau. Quand il est au bord du lac, le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléés au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi, et suffisait à me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Des phrases comme ça, on n'en avait jamais vu. Voilà. Avec Rousseau, le monde commence. Je suis très conforté par votre question parce que c'est effectivement, vous n'êtes pas victime d'un malentendu très répandu. C'est que le marxisme d'abord serait une économie, une théorie économique de gauche, même de l'extrême gauche, qui viendrait s'opposer aux théories économiques dites bourgeoises
capitalisme, comme on voudra. En fait, c'est un contresens. Comme vous dites très bien, il n'y a qu'à voir le titre. C'est le titre d'origine du Capital. Vous savez, ça devait s'appeler Critique de l'économie politique. Et titre d'un ouvrage que Marx va publier, mais avec cette fameuse préface qui contient, à mon avis, le plus de marxisme dans le moins de pages, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de travailler le reste, la fameuse préface de 1859, là, à la contribution à la critique de l'économie politique. Le titre est clair, ce n'est pas l'économie politique, c'est au contraire une critique de la prétention de l'économie politique à se constituer en science autonome. Autonome de quoi? Je laisse la question entre parenthèses pour l'instant, très rapidement, parce qu'aujourd'hui nous voyons un foisonnement des sciences humaines. Sociologie, psychologie sociale, enfin je veux dire, la liste est longue. Or, c'est un rare point sur lequel je suis d'accord avec Althusser, donc je vais quand même lui rendre cette justice. Surtout que ce point-là, il le doit à la grande école épistémologique française, et à Bachelard en particulier. Enfin, à savoir que, de même que Euclide, le collectif qui est derrière ce nom, peu importe, on ne sait pas très bien, inaugure le continent mathématique, le continent pour voir des sous-régions, géométrie, algèbre, topologie. Après, il faut attendre quand même 15 siècles. Galilée ouvre le continent physique, pour la première fois, il y a une théorie appliquée qui s'applique au monde dans lequel on vit, quand même pas rien. Là aussi, continent, dedans il y a la chimie, la biologie, l'essentiel de la biologie, ça c'est partie de la physique, quand les étudiants comprennent bien ce que je veux dire. Et qu'est-ce qui reste alors? Mathématiques, physique, biologie, bon, on a fini avec les sciences dures, comme on dit maintenant, les sciences de la nature, pour être plus rigoureux. Et donc, il reste les sciences humaines. Ah ben attention, mathématiques, Euclide, en gros, entre 6e et 4e siècle avant Jésus-Christ, tout ce mouvement. Après, il faut attendre le passage 16e et 7e siècle pour commencer à voir Galilée, la physique. Après, ça s'accélère, hein, chimie, Lavoisier, fin 18e. Puis la biologie, Claude Bernard, celui qui disait le vivant c'est le mort. Et on voit bien qu'il y a une progression dans cette histoire des sciences. Je prends un détour pour répondre à la question, mais je crois que c'est important de le poser comme ça, qui en gros va vers nous, c'est-à-dire de ce qui est le plus loin, le plus général, quoi. Si A égale B, B égale A, bon ça va, c'est valable pour tout. Puis la physique, c'est déjà plus proche du monde dans lequel on vit, la chimie, la biologie, on se rapproche des êtres vivants, c'est nous. À la fin, il devrait y avoir la politique. C'est une science exacte qui viendrait clore l'édifice des sciences, c'est le grand rêve des philosophes depuis toujours, hein, depuis Platon, ouais, quand vous lisez La République. Tous ces problèmes ne disparaîtront pas tant que, ou bien les philosophes auront pris le pouvoir dans la cité, ou bien que ceux qui ont le pouvoir dans la cité s'adonnent à la philosophie, hein, toute simplicité dans le 6e livre de La République. Bon. Ici, vous voyez déjà le conseiller de Prince. Donc, c'est très important de voir ça. Et vous voyez, comme tout se tient, vos questions sont très homogènes au champ qui nous occupe. Je reviens à Gluskar, parce que vous m'y faites revenir. Gluskar disait, sous une forme de boutade une fois, mais je le connais bien, il est dur de sérieux dans ses boutades, il disait, les sciences humaines, parce qu'il avait l'accent du Tarn, ont été inventées pour verrouiller le marxisme naissant. C'est une scientificité douteuse, quelque part. Donc, l'économie en fait partie. Et maintenant, je réponds à la question que j'ai en suspens tout à l'heure. C'est cette prétention, Marx, en disant critique de l'économie politique, met en doute la prétention de l'économie politique à se constituer comme science autonome de quoi? De l'histoire. Hein? Je reprends une dernière fois et j'enchaîne maintenant. Euclide ouvre le continent physique, Galilée ouvre le continent mathématique, pendant Galilée ouvre le continent physique, puis biologie. Marx ouvre le domaine de ce qu'on appelle maintenant les sciences humaines, mais il ouvre le continent histoire. Pour la première fois, il y a la possibilité, hein, il a à peine esquissé, c'est le premier, donc c'est le plus mauvais, forcément. Hein, c'est très hegelien ce que je dis. La première partie est toujours la plus fausse, qu'on fasse. Ou le plus abstrait, hein, faux au sens abstrait, pas faux au sens d'inexact, mais faux au sens de dire qu'est-ce que Mozart, c'est un musicien autrichien. Bon, voilà, c'est pas inexact, mais on n'a pas répondu grand-chose encore. Hitler aussi est autrichien. Donc,
très important de voir ça, Marx ouvre le continent histoire à l'intérieur de laquelle se trouve tout ce que vous voulez. La géographie humaine, comme on dit dans les académies, hein, quand vous survolez l'Amazonie, je sais pas, il n'y a pas d'histoire, hein, là c'est la nature, attention. Hein. Et puis pour une fois, une nature à peu près brute, parce que ce qu'on appelle chez nous la nature, dans le discours, y compris écologique, le plupart du temps, c'est le paysage, qui est bien différent. Il y a 10 000 ans d'efforts de l'homme sur la nature, dans le paysage. Pour en arriver au bocage Poitevin, vous savez, il en faut des médiations historiques. Hein. Et c'est pour ça qu'il est si beau. Donc l'Amazonie, et puis tout d'un coup, vous voyez une clairière de l'ordre, c'est l'homme. Un village indien, j'imagine, hein, vu en hélicoptère. C'est un hélicoptère imaginaire, hein, le mien, heureusement, parce que les vrais hélicoptères, ils les mitraillaient les Indiens ou ils leur envoyaient de la Morora, hein, pour qu'ils dégagent des bonnes terres. La case des hommes, la case des femmes, une organisation, et là tout d'un coup, on voit des choses qui existent tout à fait autant que les arbres, mais dont on ne peut pas déduire ni l'apparition, encore moins l'organisation, en termes purement physico-chimiques. D'accord? Je sais que la prohibition de l'inceste, je ne veux pas rappeler tous les Lévi-Strauss, hein. La prohibition de l'inceste, par exemple, qui est fondamentale dans toutes les sociétés humaines, malgré leurs différences de mœurs, c'est qu'il n'existe pas dans le monde animal. Hein. Vous mettez deux lapins, c'est ce qu'ils ont fait en Australie. Hein. Comment on sait? Il y en avait des millions, ils étaient obligés de les tuer. Voilà, puis la myxomatose s'est chargée d'en faire disparaître. Qui sont tous donc issus, qui sont tous consanguins, si je puis dire. Donc c'est important de rappeler ça. Marx ouvre le continent histoire, et là encore, on doit cette coupure à Rousseau. Même si Marx critique des aspects qui restent encore abstraits, bourgeois au sens abstrait chez Rousseau, le rêve de la petite propriété individuelle, de la parcelle individuelle, et surtout l'assistance de l'économie rurale, beaucoup plus que l'économie industrielle chez Rousseau, hein, mais ça Marx ne pouvait pas l'approuver, et je ne tranche pas, mais en tout cas, il a très bien compris, et comme Hegel l'avait fait avant lui, que la coupure décisive avec Rousseau, c'est que le fondement de l'homme, c'est la liberté. Comme fondation, pas comme but ou idéal à atteindre. C'est-à-dire que ça n'aurait pas pu apparaître, le monde humain, s'il n'y avait pas une marge de manœuvre par rapport à la Lune qui tourne autour de la Terre et qui n'a pas le choix. Ça, c'est vraiment le déterminisme béton, hein, je veux dire. Si la Lune se dit, tiens, si j'allais faire un petit tourner autour de Mars pour me charger, mais non, c'est le plus fort qui gagne, la masse de la Terre, c'est Newton. Je veux dire, fait que la Lune, qui voulait peut-être aller comme ça, ben non, il y a un compromis entre tomber directement, verticalement sur la Terre ou aller tout droit, c'est ce qu'elle fait. Elle prend la bisectrice, la dérivée, comme on dit. Donc voilà, rappelons-nous d'abord ça, c'est que Marx inaugure le continent histoire. À ce moment-là apparaissent comme par hasard Durkheim, machin. Ce sont des grands monsieur, hein, je ne suis pas en train de dire c'est des imbéciles. Hein. C'est pas parce qu'il y a une opération idéologique derrière qu'on dit des bêtises. On peut être un réactionnaire intelligent. Mais enfin, je veux dire, il est visible que le cafouillage dans lequel se trouvent les sciences humaines aujourd'hui vient un petit peu de ce péché originel qui n'a jamais été mis à plat. C'est quelque part, ils ont tout un compte à régler avec le marxisme, quoi. Que ce soit Bourdieu, que ce soit Lévi-Strauss, c'est énorme, hein. Lévi-Strauss fait un travail extraordinaire, hein, en particulier sur la parentologie. Je veux dire, je dévore les ouvrages de Lévi-Strauss. Mais il y a quelque part un blocage, c'est toujours celui-là. Comme dit Lévi-Strauss, pourquoi je parle de lui? Privilégié en parlant de Marx, parce qu'il a dit, moi, je m'occupe des sociétés sans histoire. Joli jeu de mots, hein. Société à la fois hors de l'histoire et pacifique, sans palabres, comme on dit en Afrique. Voilà. Donc c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Hein. Anticipant là sur cette vague structuraliste dont l'aspect le plus important pour moi n'est pas tellement le côté structuralisant, parce que ça, quelle est la science qui ne structure pas quelque part, quelle est la forme de pensée qui ne structure pas? Moi j'ai rien contre les structures. Par contre, c'est la négation, la tendancielle négation de toute référence historique, voire temporelle, dans cette pensée-là. Une pensée, pardon d'être un peu abstrait, mais c'est à partir de Lévi-Strauss que tout d'un coup la synchronie est privilégiée dans l'approche des sciences humaines, même si la notion est empruntée à Saussure, hein, qui était le modèle de Lévi-Strauss, comme de tous la sociologie de l'époque. Voilà, donc, très rapide. Marx, lui, je veux dire, n'a pas voulu faire bon marché comme ça de cette coupure que Rousseau avait inaugurée. Laquelle? La coupure historique. Je veux dire par là que Rousseau est le premier non pas à faire de l'histoire. Voltaire était un excellent historien, le siècle de Louis XIV, son magnifique ouvrage d'histoire. C'est pas ça, et Rousseau n'a fait l'histoire pratiquement de rien. Mais il a amené pour la première fois des matériaux pour faire véritablement de l'histoire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il montre que l'histoire est constitutive de notre être intime.
Voilà, c'est pas une partie rajoutée comme ça de l'extérieur qui viendrait se greffer sur un essentiel qui serait naturel et inné. Ce philosophe qu'on prend pour un naturaliste est le plus anti-innéiste qui existe. Je veux dire par là que quand il parle de l'esclavage, par exemple, Rousseau, dans le contrat social, c'est pas un hasard. Le début du contrat social ne parle que du fameux droit du plus fort. C'est pas un hasard si ça commence par ça. Il donne l'exemple d'Aristote qui, à l'inverse de lui, disait il y a des hommes nés pour commander et des hommes nés pour obéir. Et Rousseau ajoute, un peu ironiquement, Aristote avait raison, mais il prenait les faits pour la cause. Les hommes perdent tout dans leur faire, jusqu'au désir d'en sortir. S'il y a des esclaves par nature, c'est ce que dit Aristote, c'est qu'à l'origine, il y a eu des esclaves contre nature. Donc il restitue cette dimension de l'histoire qui est toujours occultée, le plus souvent, et jamais autant qu'aujourd'hui. J'ai jamais vu une génération, je parle pas, je déteste le discours générationnaliste, si vous voulez, qui raisonne tout en termes de génération, je parle de génération pédagogique, là, je pense au manuel scolaire en particulier, et je suis effaré de voir ce qui reste d'histoire dans les manuels d'aujourd'hui. Je veux dire, l'Union soviétique, c'est le goulag à peu près. Par contre, les institutions européennes, le Conseil européen, l'Assemblée, ça, vous avez tout, c'est quand même hallucinant, quoi. Et puis, on ne sait pas si Erasme, mais avant, après Jésus-Christ, c'est secondaire, tout ça, quoi. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais sans doute été un des premiers fusillés sous Staline, donc je ne défends pas le soviétique, mais enfin, si vous et moi, nous ne sommes pas sous la botte nazie aujourd'hui, c'est grâce à l'Armée rouge. On a fêté le débarquement récemment. Je rends hommage aux 50 000 gamins qui ont laissé leur peau sur les plages ils ont été plus superbement héroïques, c'est pas la question. Mais enfin, tout de même, je dirais même qu'on aurait pu les envoyer avant. Hein, l'état-major soviétique, le Kremlin demandait depuis des années à Roosevelt, ouvrez-nous un second front, on n'en peut plus. Ouvrez un second front. Vous savez, l'Occident, s'il pouvait s'entretuer là, entre Allemands et Soviétiques, on va tirer les marrons du feu. De toute façon, c'est les Allemands qui vont gagner. Ils n'avaient pas prévu Stalingrad. On va tirer les barons du feu. On est fait pour s'entendre. Ce mec-là qui a maté les syndicats Hitler, c'est un type bien. Vous savez, qu'avec les slogans de la bourgeoisie française avant-guerre, vous lisez ça dans la presse, plutôt Hitler que le Front populaire. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Plutôt les petits nazillons de Kiev que les mineurs du Donbass. Ah non, pire que ça, maintenant on fait passer les mineurs pour des fachos. En gros, Poutine c'est un facho, vous avez vu, crâne rasé, commando, c'est pas ma tasse de thé. Je ne voterai pas pour lui si j'étais en Russie. Mais enfin, quand même, je veux dire, quand on a les discours qu'on a en Occident, on n'a pas besoin d'aller chercher Poutine. Quand on trouve à la réhabilitation du nazisme, je vous rappelle qu'un des chefs-d'œuvre de Gluskar s'appelle Néofascisme et idéologie du désir, et c'est Deleuze et Foucault là qui désignaient comme néofascistes, c'était pas Le Pen. C'est pas trompé d'adversaire, Michel. Donc j'y tiens à ce côté-là de Marx, ouvrant le continent histoire et reprenant la coupure rousseauienne. C'est-à-dire qu'entre l'ordre naturel et l'ordre humain, il y a un abîme infranchissable, je reprends ça à Kant, cette notion d'abîme infranchissable, qui est la liberté. C'est-à-dire, et je reprends la citation de l'Émile, dans l'Émile, vous avez ce passage superbe où il insiste pour que son élève apprenne un métier, pour que l'élève, son élève, il parle avec sa mère, qui appartient à l'Ancien Régime, qui est une aristocrate, il dit, madame, il faut que votre fils apprenne un métier manuel. Scandale. D'abord, l'aristocratie ne travaille pas, manuel ou intellectuel ne travaille pas. Et déjà, travailler, c'est assez s'abaisser, mais en plus, travail manuel, non mais il est tombé sur la tête, le pauvre Rousseau, là. Merci. Et voilà, donc, mon fils, un métier à mon fils artisan, monsieur, y pensez-vous? J'y pense mieux que vous, madame, qui ne voulez jamais le réduire qu'à être un marquis, un lord, et peut-être même un jour moins que rien. Moi, je vais le lever à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. Et là, dans ce passage, alors on a fait allusion tout à l'heure à cette belle phrase où il dit qu'être libre, ce n'est pas dépendre du travail des autres beaucoup plus que faire ce que l'on veut, enfin croire faire ce que l'on veut alors qu'on ne fait que ce qui nous plaît, ce qui n'est pas tout à fait pareil, j'y reviendrai. Et il dit, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni riche, ni prince, ni grand seigneur. Phrase extraordinairement libératrice, parce qu'il montre que ces choses dont on disait qu'elles étaient dans l'ordre des choses, comme Dieu l'avait voulu en gros, naturel quoi, on est né comme ça. Ben oui, mon pauvre, je suis né paysan, donc je mourrai paysan. Hein, on ne peut pas, on l'a dit tout à l'heure, devenir noble, il faut naître noble pour être noble, etc. Donc, cette malédiction du définitif, voilà que Rousseau dit non, tout ce qui vient de ce que les hommes ont fait, hein,
peut être défait. Regardez-le bien, il ne s'agit pas de faire table rase, hein, et bon, on peut enlever le mal. Donc, si les différences de positionnement social, de classe, pour parler obscène, parce qu'il ne faut plus parler de classe sociale, là je fais une parenthèse importante, mais on s'entretue de tous les côtés maintenant entre identités. Hein, Corse contre Français, chiite contre sunnite, Hutu contre Tutsi, hommes contre femmes, enfin féministes contre là, jeunes contre vieux, on dresse les jeunes contre les vieux, ou on l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont un emploi par rapport à ceux qui n'ont pas d'emploi, la guerre civile généralisée, Guskar avait dit le capitalisme portera la guerre civile chez les pauvres. Très belle citation. Parce que c'est surtout les pauvres qui sont victimes de ces guerres civiles et qu'à voir ce qui se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient. Donc, toutes les oppositions sont bonnes pourvu qu'on ne parle plus de lutte de classe. C'est terrible cette époque quand même, je veux dire. Il vaut mieux des identités fantasmées, d'accord, que une lutte de classe. Alors, quelquefois on dit, ce qui n'est pas bien avec les marxistes, c'est qu'ils sont pour la lutte de classe. C'est fabuleux comme contresens. À ma connaissance, Marx est quand même... son principal souhait, c'est une société sans classe. Il ne peut y avoir lutte de classe que là où il y a des classes. C'est complètement contradictoire. Et en plus, c'est quand des ouvriers, oui, on y revient toujours, quand des employés, des salariés font la grève, en général, c'est un acte de défense. La lutte des classes ne vient pas d'eux. Je veux dire, c'est pas eux qui ont institué la propriété des moyens de production et d'échange. Hein. C'est pas eux qui, tout d'un coup, ont décidé, ce qui s'est passé depuis les 40 dernières années, que Guskar appelait les 40 honteuses, c'est-à-dire un transfert, si les économistes le savent, entre 10 et 15% du travail vers le capital. Non, donc c'est une réaction, quoi, quelquefois désespérée quand il ne reste plus grand-chose, et voilà. Donc, je tenais à rappeler ce côté-là, parce qu'il y a d'énormes contresens sur le marxisme comme une économie politique qui serait d'autant plus dépassée d'ailleurs. L'économie elle-même est critiquable. Non, Marx est au contraire une critique, encore une fois, de la prétention à l'économie. C'est une critique de l'économisme. Une prétention à l'économie à s'instituer en discipline autonome. Je n'ai rien, il y a des économistes très brillants. Il faut travailler ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences économiques à condition, ce que font rarement les économistes, à condition de montrer qu'on est dans un champ qui est balayé par d'autres champs, qui sont souvent plus décisifs. Voilà, je veux dire, je prends un dernier exemple. Hein, si vous prenez que la logique purement comptable, qui fait que il y en a qui sont des cigales, comme vous le savez, là, les gens comme moi, les gens de Méditerranée, les Espagnols, les Italiens, c'est des gens foutres, quoi, je veux dire, qui foutent rien et qui sont parasites. Et puis, il y a des gens sérieux, hein, dans le nord de l'Europe, qui bossent. Hein. Cigale et la fourmi, c'est ce qu'on entend à peu près depuis le début de la crise, et d'une manière... Et quand vous lisez la presse allemande, moi je caricature à peine, c'est beaucoup plus violent que ça, hein, je veux dire, pour parler des Grecs ou des... Je reviens à ce partage-là, je veux dire, c'est quand même extraordinaire comme histoire, parce qu'après tout, je veux dire, si la Grèce a une énorme dette, c'est vrai, une des plus grosses parties de cette dette et du déficit de sa balance commerciale, c'est les achats d'armes qu'elle a fait à l'Allemagne. L'Allemagne a vendu pendant des années des quantités d'armes, à cause de la tension avec la Turquie, qui est carrément chronique, hein, là-bas. Je veux dire, les Allemands, ils facturent et après ils disent, vous êtes endettés, c'est pas bien. Ils ont encaissé quand même au passage. Donc, voilà, ce genre de paradoxe fait mieux comprendre quand je dis que le marxisme... Alors, on dit l'Allemagne fait de la rétention, ne veut pas donner l'argent à l'Espagne, à la France, ou ne veut pas que la Banque centrale se revient au même chacun. On ne le dit pas, mais les gens de métier le savent, ils savent très bien que la Banque centrale européenne, c'est une bouba, une Bundesbank déguisée. On dit l'Allemagne fait de la rétention alors que les autres sont des laxistes, etc. Mais l'Allemagne ne fait pas de la rétention partout et tous azimuts. Ni le capital est très généreux. Pas pour l'Espagne et pour la Grèce, mais pour la Pologne. Qui sait que la Pologne reçoit la plus grande quantité de financement des États-Unis tout de suite après Israël et l'Égypte, hein, qui sont la priorité. Déjà, les gens ne savent pas beaucoup que l'Égypte, c'est la plus grosse attribution à la politique extérieure américaine avec Israël, après Israël, et c'est la Pologne qui talonne. C'est vital, pour des raisons, vous voyez bien, qui débordent largement le plan comptable et économique, que là, aux marches de la Russie, on la tient à la Russie, là, avec la Pologne. Alors, vous avez vu, là, il y a
Les cousins de nos mirages qui sont allés là-bas, qui on montre les muscles, il y a des F-16 qui sont arrivés. Voilà. Et j'ai rien contre les Polonais, les pauvres, hein, je veux dire. Ce sont les plus grands martyrs de la dernière guerre avec les Russes, quand même. Mais je m'en fous des identités nationales. Je ne suis pas pro-français ni anti-français, moi. Mais il y a la France de Pétain, il y a la France de De Gaulle. Chacun choisira la sienne. Hein. Moi, je choisis. C'est la France du Front populaire, voilà. C'est une France, il y en a d'autres. Hein. Il y a la France de Monsieur Thiers aussi, hein, je veux dire. Et je le cite parce que lui, il avait dit ça ne pourra pas marcher à tous les coups, la répression, les dragons, on n'y arrivera pas. Il faut maintenant apprendre à gagner les élections. Je veux dire, tiens, pas comprendre ce qui s'est passé depuis. Bon. On parlait de fascisme tout à l'heure, justement, en plus. Le fascisme est toujours venu justement contre les luttes sociales et prétendument socialistes, prétendument issus du socialisme, pour justement contrer le socialisme. Et avec Thiers, on inaugure en partie cette formule-là du mettre en place le capital qui met en place. C'est bien compris. Enfin, moi, je suis d'accord à 150% ce que vous venez de dire, mais malheureux. Mais vous, quand vous parlez comme ça, vous allez être taxé par BHL d'antisémitisme, simplement par le fait que vous insistiez sur les luttes sociales et qu'on s'attaque au capital. C'est ça, c'est-à-dire c'est censé être comme si on ne fait l'allusion qu'aux banquiers juifs, ce qui est d'une stupidité, hein, que les patrons de General Motors et tout, croyez-moi, bref, passons. Donc, ou M. Peugeot, je veux dire, n'a rien à voir avec le judaïsme international et autres fantasmes. Donc, oui, vous faites bien de le rappeler, c'est toujours occulté parce que c'est un tabou que vous venez de. Il faut beaucoup de courage pour le dire. On insiste toujours sur le côté raciste du nazisme. Je ne suis pas en train de le marginaliser, pas du tout, au contraire. Mais il faut le placer dans son contexte. C'est avant tout, je veux dire, une réaction. Le nazisme, un réactionnaire est bien plus dangereux qu'un conservateur. Un réactionnaire, il a eu peur, il réagit contre une avancée sociale. Et il ne faut pas oublier que Nietzsche s'est engagé volontaire dans les ambulanciers là, pour aller mater. Il voulait mater la Commune de Paris. Mais oui, le maître à penser de nos postmodernes. Je ne veux pas dire du maliniste, un pauvre garçon qu'on veut faire passer pour un grand décapeur. Enfin, on y reviendra. Mais enfin voilà, je veux dire, il était volontaire pour aller se battre dans les armées prussiennes contre la Commune de Paris. Quand même. Ils ont de la trouille. 1917. Oh. On se réveille un matin, les moujiks sont sur l'Elbe. C'est pas possible. C'est pas possible. Les races inférieures, là, sur l'Elbe, c'est pas possible. Tu vois ? Et en 1945, ils sont encore plus près. Ça va pas durer. Alors il y avait la Sainte Alliance au XIXe siècle pour protéger l'Europe de toutes les émanations de la Révolution française. Ben, après 1945, après l'avancée des moujiks, bon, on leur a fait 20 millions de morts, on est allé les chercher, hein, quand même. S'ils sont avancés vers l'Ouest, c'est pas eux, c'est pas l'impérialisme russe. Au contraire, ils sont allés jusqu'à faire un pacte de non-agression, pour pas que la guerre commence par chez eux. Donc on ne peut pas dire qu'ils étaient bellicistes et envahisseurs. Hein. Les Allemands sont allés les chercher, les nazis, pardon. Donc, on se réveille un jour, et ben, il y a la relève de la Sainte Alliance qui s'appelle l'OTAN. Voilà. Il y a une continuité assez effarante et tragique. Hein, j'ai l'air de m'amuser comme ça, rien de tout ça n'est très amusant. Donc, restituer l'histoire, simplement, c'est faire acte révolutionnaire aujourd'hui. Simplement la restituer, pas en donner ou telle interprétation, restaurer une séquence historique. Simplement. Vous voyez ? Rappeler que Pétain était un acharné, s'était acharné contre l'impôt sur le revenu que la France adoptait plus tardivement. Voilà. Je dis tardivement parce qu'il faut attendre pratiquement le début du XXe siècle pour que la France adopte l'impôt sur le revenu, alors qu'on croit que c'est dans les gènes de la République égalitaire. Eh bien, un de ceux qui s'est le plus, encore une fois, acharné contre la naissance de cet impôt, c'est Pétain. Et à l'époque, il ne s'agissait que de prélever 5%. 5%, c'était déjà 1000 fois trop pour le capital de l'époque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc voilà, on ne restitue pas ces côtés-là. On ne restitue pas ce que vous disiez à l'instant, les milliers d'exemples, il n'y a que ça, qui montrent la conspiration au sens leibnizien, c'est-à-dire même si ce n'est pas dans les têtes, moi je ne suis pas théorie du complot du tout. Il n'y a pas besoin de penser pour suivre les mêmes pentes. Il n'y a qu'à voir ce que c'est qu'un bassin versant en géographie, quand toutes les rivières, il y en a une qui va ci, il y en a une qui va là, mais toutes finissent par chuter dans le Rhône, c'est que quand même il y a une convergence. Donc du capitalisme vers le fascisme, que j'illustrais tout à l'heure par cette formule plutôt Hitler, que le Front populaire. Je ne dis pas que le capitalisme est fasciste, je dis que le capitalisme va jouer sans hésiter la carte fasciste, mais même nazie, d'accord, si ses intérêts vitaux sont en jeu, comme ça a été le cas avec l'Union soviétique.
Et donc, si on ne restitue pas ces séquences, on ne comprend pas. Et je l'ai fait remarquer à quelqu'un, un économiste aussi distingué, et qui a pris les engagements à gauche, et même à gauche de la gauche assez marqués, je pense à Frédéric Lourdon, d'accord, qui a un discours politique qui, ma foi, pourrait nous voir ensemble, hein, côte à côte, sur tel ou tel point. Par exemple, il n'était pas du tout enthousiaste par le fameux traité européen, là, que Sarkozy a signé et que Hollande a ratifié, si je puis dire. Et, mais par contre, dès qu'il s'agit d'idéologie ou de philosophie, parce qu'il se pique de philosophie, en particulier de Spinoza, qu'il lit à travers Deleuze et Foucault, et je crois que Spinoza mérite d'être lu pour lui-même, je lui ai fait remarquer que dans toute sa modélisation, c'était un débat à la librairie Tropique, et que dans toute sa modélisation, on ne comprenait pas pourquoi l'Union européenne venait d'accorder un prêt 5 fois supérieur à ce qu'elle refuse à des pays en grave difficulté comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce. Il venait d'accorder ça à l'Estonie et puis à la Pologne. Par contre, les retraités estoniens, ils ont 50 € par mois depuis que l'Europe y est passée. 50 € par mois. Voilà ce qui nous attend si les camarades de la SNCF échouent. Bon, c'est là où on veut nous faire parvenir. Voilà, donc, être révolutionnaire aujourd'hui dans la connaissance, je parle, hein, c'est pas se tenir informé des sciences cognitives où il y a beaucoup de pipeaux, c'est, faut toujours se tenir informé. Hein. Je corrige ce que je viens de dire, mais c'est pas y souscrire de manière aveugle, c'est réintroduire l'histoire là où elle était, l'histoire et non pas la légende qui en tient lieu, bien sûr, hein, là où elle était le plus évacuée. Mais la vraie histoire que Marx a appris lentement, le premier qu'on peut mieux faire, qui est silencieuse, qui n'est pas faite de batailles, de trucs, etc. Je veux dire, l'invention du collier qui a permis au cheval de ne pas s'étrangler en tirant la charrue, là, qui fait exploser l'agriculture du Moyen-Âge, pratiquement. Ce sont des vraies révolutions silencieuses, quelque part. Et chez moi en Corse, la disparition progressive de la langue, même si elle est beaucoup plus parlée qu'en Bretagne, etc., il n'y a qu'en Alsace ou même un cadre supérieur, dès qu'il est entre soi, si je puis dire, parle la langue de la région. La télévision, l'introduction à la télévision dans les foyers a fait beaucoup plus que n'importe quoi, beaucoup plus que les directives de l'État jacobin pour faire disparaître progressivement le français, à partir du moment où c'est El Kabash qui est à l'intérieur du village. Et ben oui, et non plus les veillées, les contes où on se parlait en Corse, où on transmettait. Ben oui, voilà. Je suis en train de dire, la vraie histoire, elle est silencieuse, il faut la faire étape par étape, elle est, pardon de sortir des termes obscènes, mais dans la relation entre les forces productives et les rapports de production, c'est devenu obscène de parler comme ça depuis 68. Je vous ai dit que je précisais pour 68 tout à l'heure, je vais être très rapide. J'ironise sur 68. On y reviendra quand on Voilà. Mais je rappelle tout de même que je critique le 68 de Cohn-Bendit pour rendre hommage au 68 de la CGT, des syndicats et des gens qui se sont battus pour tripler le SMIC, etc. Je distingue mai 68 de juin 68. Voilà. Mais le rapport le plus profond de Rousseau à Marx, c'est celui-là. C'est de montrer la dimension de libération qu'il y a dans l'histoire humaine, et en particulier dans ce que Marx va désigner d'un concept clé pour Guattari, c'est la praxis. La praxis, quoi, toute relation pratique au monde qui fait reculer les déterminations initiales. Même l'aménagement d'une caverne sous Néandertal, c'est déjà de la praxis. Je veux dire, le passage de la pierre taillée à la pierre polie, et a fortiori à des stades plus développés comme l'aurignacien ou le magdalénien, avec les hameçons très ouvragés, etc. Ce sont des progrès dans la praxis. D'ailleurs, l'histoire officielle qui se déchaîne contre le marxisme, elle est très marxiste sans le savoir dès qu'elle est dans les grands découpages. On dit bien l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge du bronze, l'âge du fer. Donc on prend bien des progrès dans les forces productives pour séquencer l'histoire. Je note au passage. Voilà. Mais il y a quelque chose chez Marx qui participe d'un anarchisme de jeunesse, il ne faut pas oublier, je veux dire, avant de devenir un adversaire de Proudhon et de Bakounine, je veux dire, il y a un côté libertaire, si je puis dire, pas du tout libertarien, hein, mais libertaire qui va perdre assez rapidement, surtout à partir de l'idéologie allemande. Mais
c'est quand même la critique par Rousseau du rapport de force qui nous fait quitter définitivement l'explication naturaliste. Je m'explique. La force, c'est ce qui règne dans la nature. Votre premier cours de physique, c'est le concept de force. Après, avec le concept de force, on fait le concept de travail, la force sur une certaine distance. Avec le concept de travail, on fait le concept de puissance, en watts, ça se mesure, c'est-à-dire ce travail-là, mais par unité de temps, parce que transporter une tonne sur 10 mètres selon qu'on fait en une seconde ou en une heure, c'est pas tout à fait la même puissance. Et ainsi de suite, enfin, tous les grands concepts basiques de la physique sont faits à partir tout de même du concept de force. Or, Rousseau dit le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne convertit sa force en droit et l'obéissance en devoir. Si j'obéis parce que j'ai la trouille, c'est pas stable comme société. S'il ne convertit sa force en droit et l'obéissance en devoir, je me dois d'obéir à la loi quand elle exprime le droit. Mais j'ai le devoir de me rebeller contre elle quand elle n'exprime que la force. Voilà ce qu'il est en train de dire. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. J'aime beaucoup cette formule, parce qu'elle fait presque le procès des gens qui restent dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la servitude volontaire, quoi. Qui restent, oh, on a un patron, c'est il vaut mieux que d'en changer, je sais jamais de quoi demain sera fait. Ben oui, voilà. Je comprends comme raisonnement, mais voilà.